La deuxième étude, qui est vraiment très simple, hein, celle-là, qu'on a eu l'occasion de faire, c'est une étude qu'on a pu réaliser dans un petit village de l'Est du Sénégal. Et en gros, on avait demandé aux gens avec qui on travaillait, qui avaient un poste médical dans un village qui s'appelle Ouassadou, qui est donc par ici, hein, au Sénégal, quel était le village le plus isolé qu'ils connaissaient. Et ils nous ont dit, bah, c'est Kanoubé, il y a très peu de monde, il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste 4 mois par an, c'est au milieu de la forêt. Vraiment, c'est ce qui est le plus isolé. On ne voit pas ce qu'on peut avoir de plus isolé au Sénégal. Donc on y a été, on a pu prendre des selles de... Enfin, c'est pas moi qui suis allé à la mission. On a pu prendre des selles de 20 enfants qui avaient juré, craché, jamais pris l'antibiotique. Et on a regardé s'ils avaient des FBL. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en a trouvé 2 sur les 20 qui étaient colonisés, un tout petit échantillon, hein, mais 2 quand même, et qui étaient colonisés avec une bêta-lactamase tout à fait identique à ce qu'on trouve dans les grands centres européens. Ce qui suggère que ce type de gène, hein, lorsqu'il est implanté dans une souche de Escherichia coli, même s'il n'y a plus de pression de sélection antibiotique, parce qu'il n'y avait plus de pression de sélection antibiotique dans ce village, hein, le gène avait été introduit probablement à l'occasion du passage de quelqu'un, je ne sais pas trop comment, mais en tous les cas, il n'y avait plus de pression de sélection et il persistait chez un certain nombre d'enfants. Et c'est une des choses qui rend si difficile la lutte contre cette dissémination à l'heure actuelle, c'est effectivement que ce genre de région génétique qui confère de la multirésistance peut persister dans la flore intestinale, même en l'absence de pression de sélection significative. Ça a été assez bien confirmé dans une étude qu'on a faite, qui est d'ailleurs toujours en cours, dans un petit village, cette fois-ci de l'extrême sud de la Guyane. Donc la Guyane, vous savez, c'est un territoire d'outre-mer où la population est essentiellement présente sur la côte, à Cayenne ou à Kourou, et dont la partie sud est une zone réservée où vivent un certain nombre d'Amérindiens et où on ne peut pas pénétrer sauf autorisation, ce qui leur permet de vivre de la façon dont ils ont envie. Et il y a un village là-dedans qui s'appelle Trois Sauts, parce qu'il y a 3 chutes qu'on peut voir ici, vous voyez, qui est vraiment au milieu de la forêt amazonienne. Il faut environ 3 jours de pirogue à moteur, hein, pour arriver à Trois Sauts quand on y va. Donc il y a quelques visiteurs, mais il n'y en a pas tellement, mais il y a un poste de santé, puisque c'est évidemment le territoire national, donc les Amérindiens ont droit à un suivi médical, hein, par une infirmière qui est présente de façon permanente, de même qu'à l'école, hein, à l'école maintenant. Quand ils ont besoin d'être hospitalisés, ils vont à Cayenne. Et ce qui rend cet endroit, et ils reviennent, ce qui rend cet endroit particulier, c'est donc cet isolement assez important, mais avec une pression de sélection par les antibiotiques administrés par cette infirmière ou cet infirmier, et surtout une pression de sélection donc unique qui est parfaitement documentée, puisque chaque prescription est inscrite sur un cahier de santé. Donc c'est une espèce d'endroit où on peut regarder ce que fait une pression de sélection sur les écosystèmes environnants. C'est pratiquement impossible à faire ici, puisque ici vous avez plein de pressions de sélection partout, vous avez des sources d'antibiotiques multiples, donc c'est très difficile de savoir ce qui est dû à une source en particulier. Donc je vais vous montrer 2 des choses qu'on a faites là-bas. La première chose, c'est que on a suivi un certain nombre de sujets. Une première campagne en 99, une deuxième campagne en 2006, puis une autre en 2010, dont on est en train d'exploiter les résultats. Et vous voyez qu'entre ces 2 périodes, la consommation des bêta-lactamines a triplé. Ils prennent beaucoup plus d'antibiotiques qu'ils n'en prenaient il y a 10 ans. Et surtout, ils prennent un petit peu de céphalosporine de 3e génération.
génération, ce qui ne prenait pas du tout en 1999. Alors, quand on a regardé le portage de ces BLSE, on a trouvé que, eh bien, là, il y en avait quand même qui étaient colonisés. Il y en avait 3%, avec des gènes de résistance qui correspondaient bien à ce qu'il y avait dans les hôpitaux de Cayenne à l'époque, des dérivés de ce qu'on appelle TEM. Je ne rentre pas dans les détails de l'épidémiologie, mais en gros, c'était correspondant à ce qu'on trouvait à l'hôpital de Cayenne, et le modèle qui expliquait ça était probablement qu'un certain nombre de gens qui avaient été à l'hôpital de Cayenne avaient ramené avec eux dans ce village ces gènes de résistance, et qui persistaient, là encore, chez des sujets du village, dont il était remarquable de voir qu'ils n'avaient aucun facteur de risque particulier par rapport aux non-porteurs. Ils vivaient la même vie, ils avaient les mêmes soins médicaux, ils n'avaient pas plus eux-mêmes de pression de sélection antibiotique, et ils n'avaient pas plus d'hospitalisation que les autres. Donc on avait bien l'impression que les gènes rentraient dans le village et puis persistaient, là encore, même sans pression de sélection. Et quand on y a retourné en 2008, on s'est aperçu qu'il y avait eu presque 3 fois plus la prévalence de la colonisation était 3 fois plus élevée, et que surtout, le type de gène qu'on trouvait avait finalement suivi ce qui se passait dans l'hôpital de Cayenne, avec le remplacement de ces BLSE par celles qui sont, je dirais, presque à la mode ou prévalentes actuellement, c'est-à-dire essentiellement des BLSE de type CTXM ou des céphalosporines NAS plasmidiques. Et là aussi, il n'y avait aucun facteur de risque spécifique chez les porteurs par rapport aux non-porteurs. Donc on a l'impression qu'effectivement, ces gènes de résistance, une fois que vous les introduisez dans les écosystèmes, eh bien, même si la pression de sélection diminue, enfin, ils peuvent persister. Et ça rend effectivement c'est assez angoissant pour le contrôle. C'est ça que j'ai rappelé là. Alors, je n'ai pas encore les résultats d'octobre 2010, mais il semble qu'on ait une grande stabilité du système. La pression de sélection n'a pas augmenté et la dissémination n'a pas augmenté. Moi, je vous en reparlerai dans un an. La deuxième chose qu'on a essayé de regarder, que je veux vous présenter dans ce domaine, qu'on a essayé de regarder à trois sauts, c'est si on pouvait se servir de cet endroit pour avoir plus d'informations sur la façon dont les gènes de résistance disséminent entre les différentes espèces, et notamment à partir de l'espèce humaine vers les animaux qui l'environnent. Effectivement, il y a dans la littérature un certain nombre de papiers, dont celui de David Skurnik, qui montrent que lorsque vous prenez des souches d'Escherichia coli de diverses populations animales, de plus en plus en contact avec les humains. Alors vous avez ici, c'est pas très commode à lire en vertical, vous avez des animaux sauvages de l'Antarctique ou du Gabon. Vous avez ici des animaux sauvages des Pyrénées, donc c'est quand même un peu moins sauvage. Des animaux sauvages, mais de la forêt de Fontainebleau, ce qui est encore un peu moins sauvage que les Pyrénées. Puis des animaux de ferme des Pyrénées et des animaux domestiques des Pyrénées, et puis là des humains comme contrôle. Et vous voyez que la résistance dans le tube digestif de ces animaux augmente au fur et à mesure qu'ils sont proches de l'homme. Et en particulier, la présence d'intégrons ne semble se voir que chez les animaux qui sont très proches de l'homme. Donc on s'est dit, évidemment c'est des données intéressantes, mais aucune de ces populations n'est reliée entre elles, et peut-être qu'on peut voir des choses beaucoup plus fines dans un endroit comme Trois-Sauts. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'aide de collègues spécialisés, on a tracé un layon, comme on dit, un chemin dans la forêt primaire, et on a mis des pièges à des distances variées, avec l'idée qu'on allait pouvoir piéger comme ça, sur une distance de 3000 mètres, on a été jusqu'à 3000 mètres, des rongeurs ou des marsupiaux
Et je remercie François Quatrefils, qui est un spécialiste de la génétique de ces animaux de l'IRD de Montpellier, hein, qui vient avec nous pour... faut pas beaucoup le prier, hein, il aime beaucoup faire des piégeages en forêt, donc il aime bien volontiers. Mais c'est un travail extrêmement lourd, et donc il met ses pièges, il reste un mois environ sur place pour piéger ces animaux à tous ces endroits. Et l'idée, c'est que les animaux ont un bassin de vie qui fait environ 600 mètres de diamètre, et donc en posant des pièges tous les 300 mètres, eh bien, on devrait pouvoir avoir un gradient de diminution de la résistance, s'il est vrai que les rongeurs du village se colonisent avec les bactéries humaines et qu'ils peuvent transférer leurs bactéries aux autres. Alors, on n'a pas observé exactement ce qu'on attendait, comme souvent, c'est peut-être d'ailleurs ça qui est intéressant. En ce qui concerne la dissémination de la résistance naturelle aux bêta-lactamines, il n'y a pas de problème de la résistance naturelle comme la résistance à l'ampicilline chez Klebsiella pneumoniae. On la retrouve aussi bien chez les rongeurs piégés dans le village, dans les huttes des Amérindiens, que tout le long du transect, et sans avoir de gradient du tout. Hein, c'est de la résistance naturelle, vous voyez, 38% dans le village, 37% dans le long du transect, et pas de gradient. Par contre, quand on a regardé la résistance acquise aux bêta-lactamines, hein, en prenant comme marqueur la ticarciline par exemple, là ça change complètement. Chez les rongeurs du village, cette résistance est assez souvent présente, et on ne la retrouve absolument pas chez les animaux sauvages, comme s'il y avait une barrière, si vous voulez, et que finalement, ce n'était pas si disséminant que ça. Alors ça, c'est plutôt je trouve une bonne nouvelle, que la dissémination de la résistance ne se fasse pas le long de ce transect. Alors on en est au début de l'analyse de ces prélèvements, et on aura peut-être d'autres marqueurs, enfin on va faire d'autres marqueurs, on aura peut-être d'autres observations, et peut-être que ça modifiera l'interprétation qu'on peut en faire. Mais l'idée qu'on en a pour l'instant, c'est que finalement, eh bien, si on ne met pas de pression de sélection, comme c'est le cas ici, et qu'on n'introduit pas les gènes de résistance, finalement, ils ne disséminent pas si facilement que ça d'une espèce à une autre. Ça, peut-être, n'est pas trop mauvais. Alors, je vais terminer maintenant en essayant de voir, à partir de ces données, maintenant qu'on sait que la colonisation intestinale est clé, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on pourrait essayer de faire, c'est search and destroy, comme on fait avec les staphylocoques résistants du nez. On peut recommander de détecter les bactéries multirésistantes, et c'est ce que le ministère recommande actuellement chez les sujets qui reviennent de voyage ou qui ont été hospitalisés à l'étranger pendant 1 an avant leur hospitalisation dans les hôpitaux français. On peut essayer de mettre au point des nouveaux tests de détection, et on peut peut-être essayer de réfléchir s'il ne faut pas quand même décontaminer un certain nombre de patients, notamment ceux qui ont des carbapénémases et qui arrivent à l'hôpital. Et puis, je vais vous montrer 2-3 expériences qui me semblent intéressantes pour essayer non pas de guérir, mais de prévenir l'émergence de la résistance. Alors, le concept qu'il y a derrière ce type de travaux, c'est le suivant. Quand vous mangez des antibiotiques ou que vous avez des antibiotiques par voie veineuse, un certain nombre de résidus antibiotiques vont parvenir sur votre côlon. Et c'est comme ça que la résistance émerge dans votre tube digestif. Et il y a un certain nombre de gens qui se sont dit, si on pouvait inactiver ces antibiotiques dans le côlon, on pourrait peut-être prévenir l'émergence de la résistance. Et comment inactiver les antibiotiques dans le côlon? Il y a 2 façons de faire, pour l'instant du moins, c'est soit essayer de les détruire avec des enzymes, notamment pour les bêta-lactamines avec des bêta-lactamases, soit de façon plus simple peut-être, avec un absorbant qui absorberait les résidus d'antibiotiques.